on l'a entendu dans le dernier témoignage, hein, c'est un fonctionnement par niveau d'acquisition, voilà, une porte d'entrée par compétence. Une question dans l'assistance. Peut-être juste, avant de passer à la question, je vais repartir sur l'histoire des compétences. C'est vrai que, alors, d'abord, le problème n'est pas confiné à l'éducation nationale française. Ce qui est intéressant, les écoles de la deuxième chance elles-mêmes, elles sont nées d'une démarche qui était un livre blanc européen dans les années 1990, qui parlait en fait de l'éducation tout au long de la vie, donc qui était une réflexion beaucoup plus longue sur le fait qu'on était en train de quitter l'époque où on étudiait jusqu'à 25 ans, puis on faisait le même boulot dans la même entreprise jusqu'à 65, et puis on partait à la retraite ensuite. Et là-dedans, dans ce livre blanc, on abordait pour la première fois au niveau européen la question du décrochage scolaire, qui à l'époque était encore nié par la plupart des systèmes d'éducation nationale, et qui, si on n'était pas passé par le niveau européen, aurait probablement mis encore quelques années de plus avant d'émerger dans le débat public. Je dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, la réaction de l'éducation nationale à l'époque, qui était plutôt une réaction de nier ou de dire ça manque de moyens, ou de dire en gros c'est la faute des décrocheurs, pas du système, c'est une réaction qu'on a eue dans tous les pays. Et à l'inverse, il ne faut pas aller à l'extrême et faire un procès définitif du système d'éducation nationale qui fonctionne, mais qui fonctionne pour un certain nombre, enfin pour un pourcentage, disons, déterminé de jeunes, et qui fonctionne aussi en fonction de valeurs, de choix implicites, qui sont les choix propres à chaque pays. En France, ce qui est flagrant, c'est un choix qui n'a rien à voir, par exemple, avec le choix allemand, de suprématie totale de l'enseignement général par rapport à l'enseignement technique. Il y a un élément de niveau implicite, évident, dans la tête de tous les Français là-dessus, et même si certains font l'effort de dire un bac technique ou un bac général c'est la même chose, on a été formaté, produit, programmé de telle manière qu'on ne le pense pas. Un Allemand ne fait pas de différence quand il reçoit un CV entre quelqu'un qui sort d'une Fachhochschule ou quelqu'un qui sort d'un lycée général. On n'en est pas là en France et on mettrait encore beaucoup de générations avant d'en être là. De la même manière, il y a une obsession en effet très française de la culture générale, qui n'est pas quelque chose qui n'existe pas dans d'autres pays, mais on l'a poussé quand même beaucoup plus loin dans d'autres pays européens, et qui va dans le sens de demander à des jeunes dès leur plus jeune âge d'avoir en effet au moins 10 partout sur un certain nombre de matières qui sont en fait pour certains sans aucun intérêt, et dans lesquelles ils n'arrivent pas à se projeter, à se lancer, ils n'ont pas soit la curiosité, soit on ne les a pas suffisamment éveillés plus jeunes, soit peu importe. Et donc en effet ce basculement vers la compétence dont parlait Jean-Pierre, pour nous aussi c'est la clé. Nous on cherche à valider des compétences chez nos stagiaires. On ne cherche pas à valider un certain niveau de savoir homogène. Le niveau de mes stagiaires en histoire géo, en physique, en fait je ne le connais pas. Ça ne nous empêche pas de faire des projets pédagogiques pour essayer de leur ouvrir l'esprit sur des thèmes ou d'autres. Mais la clé, on est reparti du français, des maths, de la bureautique, en se disant ça, ce sont pour le coup les compétences clés dont ils vont avoir besoin, quel que soit leur métier derrière. Et après, valider aussi des compétences professionnelles et de savoir-être qui vont pour l'essentiel démontrer quand ils sont en entreprise pendant les périodes d'alternance. Mais ce basculement vers la compétence, ça veut dire, là aussi, on est un peu sur le même blocage intellectuel dont je parlais sur l'enseignement général et sur l'enseignement technique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence de valeur intrinsèque de l'individu entre celui qui a suivi les cours d'histoire géo, qui connaît Mozart et je ne sais pas quoi, et celui qui en fait tout simplement bien son boulot, quel que soit son boulot, et peut s'intéresser d'ailleurs à plein d'autres choses, mais certainement pas aux quelques matières de l'enseignement général. Là-dessus, il y a une vraie difficulté culturelle. Et pardon, je ne veux pas être trop long, mais il y a encore un élément qu'à mon avis, il ne faut pas qu'on néglige, c'est que les éducations nationales, quels que soient les pays, sont des institutions qui sont lentes dans leur évolution, c'est normal, c'est des institutions bureaucratiques, et une bureaucratie, qu'elle soit publique ou privée, est lente quand elle évolue. Et on est quand même face à une évolution, notamment des modes d'apprentissage, des modes cognitifs des jeunes, en particulier dans cette génération qui est née avec un smartphone greffé dans la main gauche. On a eu une évolution qui est énorme et sur laquelle, clairement, c'est le monde des adultes qui n'a pas suivi. C'est-à-dire que vous avez aussi là des jeunes, à la limite, moi je ne serais pas surpris qu'il y ait de plus en plus de jeunes avec des tendances au décrochage dans les années qui viennent, parce que vous avez des jeunes qui culturellement sont de moins en moins prêts à une démarche linéaire comme celle qu'on vous fait encore un peu subir à l'école, où vous allez avoir le même cours, on va suivre
pendant 55 minutes, la même démarche, etc. Et les enseignants, en fait, sont extrêmement démunis parce qu'ils doivent transformer un programme linéaire en quelque chose qui soit justement sympathique et qui soit compatible, en fait, avec les modes d'apprentissage des jeunes qu'ils ont en face. Et qui, eux, sont de plus en plus dans l'instantané, mais la capacité aussi, contrairement à nous, à avoir, pour faire un parallèle avec l'ordinateur, avoir 25 fenêtres ouvertes dans leur esprit en même temps sans que ça leur pose un problème. Alors que nous, si vous nous en ouvrez 25, on surchauffe. Et ça fait juste partie des réalités culturelles, générationnelles, qu'on doit aussi intégrer, et là en partant du principe que pour le coup c'est plutôt eux qui ont le fonctionnement qui va aider dans le futur que nous, et qu'on a donc plus du temps à perdre qu'autre chose à les ramener à un fonctionnement qui à la limite les desservira. Bon, un petit clin d'œil, j'ai beaucoup apprécié ton allusion sur les nouvelles générations, les générations X et Y, un clin d'œil à mon président, M. Solan, qui nous a envoyé une vidéo. Donc Emmanuel Duez, je vous transférerai le lien, hein, Emmanuel Duez qui fait effectivement en 15 minutes une photo décapante des générations X, donc ce sont les moins de 30 ans, et les Y, les moins de 20 ans, qui représentent à l'heure actuelle 50% de la population du monde. Donc ils sont dominants. Et leur mode de pensée hyper connecté, hyper, etc., c'est ce mode-là qui vient, on est dans l'intergénérationnel, voilà, et ça peut devenir compliqué si on n'arrive pas à intégrer leur code. Alors, je ne dis pas qu'ils ont raison, hein, mais quoi qu'il en soit, ils sont plus nombreux. Et elle expliquait, dans la vidéo, elle expliquait le rapport de ces générations-là au monde de l'entreprise. Et bien, ça décoiffe. Hein. Ça décoiffe. Et on a des soucis à se faire si on ne s'adapte pas. Oui, mais c'est une génération, voilà, c'est une génération extrêmement dynamique, voilà, qui est extrêmement créatrice, qui est extrêmement mobile et qui se dit ce que la société va me donner, ce que la société a donné à mes parents, elle ne pourra pas me le donner à moi. Voilà. Et quand nos parents s'inscrivaient dans j'ai une filière, je fais mon métier, je vais terminer ma carrière là-dedans, eux, ils se projettent sur je vais faire 4, 5, 6 entreprises différentes, il n'y a aucun souci, mais quand je vais arriver dans l'entreprise, c'est une chance que je vais donner à l'entreprise d'arriver chez eux. On n'est pas l'entreprise, voilà, l'entreprise a besoin de moi, non, c'est moi qui choisis l'entreprise. Donc on est sur un renversement complet d'un mode de pensée. C'est la question que je voulais poser. Vous travaillez beaucoup en alternance. Vous n'avez pas de difficulté à trouver des entreprises, des artisans, des commerçants qui prennent vos stagiaires dans les quartiers nord de Marseille? Comment ça se passe? Alors d'abord, c'est pas seulement les quartiers nord. Hein. On a 60% de nos stagiaires qui viennent des quartiers nord, mais même ceux-là, ils ne sont pas condamnés à faire leur stage dans les quartiers nord. Ils n'ont pas besoin de visa encore pour aller pour traverser au-delà de Bougainville. Non, donc on couvre l'agglomération marseillaise, on déborde même un peu avec des difficultés de mobilité, mais ça fait aussi partie justement du travail sur nos stagiaires, de dépasser des blocages de mobilité, à la fois pratiques, mais aussi souvent psychologiques, qui sont parfois phénoménaux. On a des stagiaires qui n'ont jamais mis un pied dans la mer, on a des stagiaires qui ne sont jamais allés même se promener devant le Mucem ou le Vieux-Port, on a des stagiaires qui ils sont marseillais, nés à Marseille, grandis à Marseille. Je sais pas, ils prennent jamais le métro, rarement le bus, ils n'ont pas de scooter, ils n'ont pas de voiture, leurs parents n'ont pas de voiture, leurs parents n'ont pas de scooter, vous vous demandez juste comment ils bougent, c'est normal, ils ne bougent pas. Donc une fois que vous êtes, je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais certains d'entre eux, ceux sur lesquels on va vraiment faire un travail particulier, sont vraiment dans cette immobilité. On grandit dans cette immobilité. Bon. Sur la question des entreprises, nous on travaille essentiellement avec des TPE, l'essentiel, vraiment 90% des entreprises avec lesquelles on travaille sont des très petites entreprises, des artisans, des entreprises de 4 ou 5 personnes, pas plus. Et en fait, la réponse à votre question, curieusement, c'est non. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'on appelle en disant l'école de la deuxième chance, on veut vous donner un stagiaire, les gens vont nous répondre oui. Mais finalement, beaucoup d'entreprises ont compris aussi que ça faisait partie d'une contribution citoyenne. En fait, moi j'ai même des artisans qui me disent parfois
Vous savez, autant faire un chèque à une ONG, etc., soit je n'ai pas les moyens, soit je n'ai pas envie, peu importe. Mais là, quand j'accueille pendant 15 jours un stagiaire, et en particulier s'il est un peu brut de décoffrage, s'il vient vraiment d'arriver, c'est son premier stage, il découvre l'entreprise, j'ai l'impression finalement que pendant ces 15 jours-là, je fais ma contribution à moi, c'est une action citoyenne. Et on a de plus en plus d'entreprises qui ont cette attitude-là. Les grandes entreprises aussi, alors à travers une démarche plus élaborée, plus construite, plus rationnelle de responsabilité sociale d'entreprise, etc., mais qui font aussi des vrais efforts pour tordre un certain nombre notamment de leur processus de recrutement, pas pour recruter des gens qui ne correspondent pas à leurs besoins, mais précisément pour ne pas avoir des barrières supplémentaires qui en fait ne disent rien sur la qualité de cette personne une fois qu'elle se rend en situation de travail, mais qui disent tout sur un certain filtrage un peu plus social, un peu plus sur justement cette logique d'avoir la moyenne partout, plutôt que de savoir faire ce qu'on va leur demander de faire une fois qu'ils seront sur le poste. Donc ça, on a des coopérations avec ERDF, avec la Poste, avec d'autres, pour justement, le temps où les entreprises assumaient de dire oui, j'ai besoin d'un bac+2 pour être facteur, pour être chef de gare, il est un peu dépassé. C'est-à-dire qu'au contraire, les entreprises sont fières quand elles y parviennent à dire oui, je recrute des gens avec un niveau plus faible, qui viennent des écoles de la deuxième chance, etc. Après, il y a toujours la question de l'équilibre, du nombre. Est-ce que c'est simplement les 2 ou 3 exemples qu'on va montrer pour montrer qu'on est social? Est-ce que c'est... Bon, mais ça fait partie d'un jeu normal, en fait. Donc non, les entreprises, en fait, globalement répondent présent. Et après, on a des très jolies histoires quand on a des stagiaires, parce que nous, on part du projet professionnel de chaque stagiaire, à condition qu'il soit réaliste. Et alors, on a des très jolies histoires quand on a des stagiaires qui arrivent avec des projets hyper précis. On a eu dans l'histoire de l'école, on a presque 20 ans, on a eu des stagiaires qui sont arrivés en disant « moi je veux être accordeur de piano ». On a eu des stagiaires qui sont arrivés, l'année dernière, on a eu une stagiaire qui est arrivée en disant « je veux être oiseleuse ». Et là, c'est vraiment intéressant parce qu'évidemment, on n'a jamais travaillé avec une oisellerie ou un accordeur de piano avant. Mais donc, on prend l'annuaire, on appelle les accordeurs de piano sur l'agglomération ou les oiseleurs. Et là, souvent, vous avez une réaction qui est... En fait, ça leur fait tellement plaisir de se dire qu'il y a comme ça une jeune ou un jeune qui vient avec ce projet-là, que souvent, la réaction, c'est de dire, bah oui, qu'ils viennent, et puis de l'accueil pendant 15 jours. Alors, on explique, selon le stagiaire, selon son profil, on explique les 2 ou 3 choses qui peuvent poser problème. Mais souvent, vous avez des réactions, plus le projet est pointu et un peu spécifique, plus les réactions peuvent être enthousiastes. Le spécialiste de la moto, là, qu'est-ce qu'il va devenir? Qui veut faire Je sais C'est pas. un rêve d'aller tout de suite vers des choses exceptionnelles, c'est ça qui est... Oui, mais ça, je sais pas, quand vous aviez 20 ans, vous étiez comme ça aussi, non? Non, mais ça fait partie des choses qui font avancer les gens. Après, ce qui est évident, ça vient avec la génération, ça vient avec ce qu'on disait avec Jean-Pierre. C'est une génération qui, un de nos formateurs le décrivait d'une manière que je trouve très fine, il disait ils ont le mythe d'une réussite indolore et immédiate. Mais c'est le mythe d'une réussite qui, en fait, c'est le seul mythe de la réussite qui leur est transmis par les médias, par ce qu'ils lisent, bon. Et en effet, alors pour certains d'entre eux, en revanche, ils ont compris que certaines choses prenaient du temps, ils ont compris que donc c'est un apprentissage de ça aussi, une certaine forme de patience, mais en même temps, si vous êtes trop patient, si vous êtes trop résilient, comme on dit, bah, finalement, ça veut en général dire que les gens vous exploitent un peu plus, donc c'est pas mal de ne pas être complètement patient non plus. Donc il faut juste trouver un bon équilibre dans la vie, mais qui est le même qu'on a tous dû trouver. Enfin, c'est pas... Et donc lui, oui, il a des ambitions, un peu enthousiastes, on verra. S'il y met l'énergie, s'il y met les moyens, avec le facteur temps, dont je parle à la toute fin de l'intervention, il peut arriver à plein de choses. On a essayé, nous, l'an dernier, je parle juste une petite autre anecdote, on a essayé l'an dernier de cibler des stagiaires qui avaient des projets de création d'entreprise. On s'est dit, on va voir, en réfaction de l'emploi salarié, voyons s'il y en a qui sont prêts à créer leur propre emploi. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez, on en a détecté quelques-uns qui ont un projet abstrait, mais qui vous disent, non, c'est pas pour tout de suite. Et finalement, au fond, je me dis, ils ont raison. Ils sont jeunes, ils ne connaissent pas l'entreprise, ils ne connaissent pas le monde administratif, etc. C'est plutôt plus intelligent de raisonner C'est plutôt un signe de maturité de dire plus tard. Mais on a parmi nos stagiaires des jeunes qui ont créé des entreprises, soit seuls, soit avec leur épouse, soit avec des amis. Pas forcément des grosses entreprises, des petites, ça peut être des commerces, ça peut être... Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait, mais ils l'ont fait au bout de peut-être 6 ans, 7 ans, 10 ans après avoir quitté l'école. Je pense à un d'entre eux, notamment, il est sorti de chez nous, il avait un emploi précaire,
enfin précaire, il y avait un emploi qui n'était pas très stabilisé du côté je pense dans les transports publics d'une ville avoisinée, je crois que c'était Aubagne, mais je ne suis pas sûr. Finalement, il est rentré à la RTM sur des CDD, puis il a eu un CDI, il s'est marié, il a eu ses enfants, donc il a stabilisé un peu une vie aussi par ailleurs en vie personnelle. Et quand on l'a re-rencontré il n'y a pas très longtemps, il nous disait qu'il avait créé il y a 2 ans un salon de beauté avec sa femme, parce que sa femme voulait être esthéticienne et ils ont décidé qu'elle se mettait à son compte et ils le font ensemble. Si vous avez les 10 ans entre, c'est tout à fait possible. Le projet dont parlait Sohidri, dans 10 ans, il peut tout à fait le faire. S'il croit qu'il va le faire dans 3 mois, ben, c'est la vie qui va se charger de lui expliquer que ça ne met plus longtemps. Mais comme ça nous est arrivé, nous, là, pour le coup. Merci. Vous aviez une question? Moi, j'avais une question à poser. Bonjour. En fait, j'étais dans l'éducation nationale comme enseignant, dans un lycée professionnel, mais prof d'enseignement général. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que chaque structure d'enseignement ou d'éducation réussit des choses et en rate d'autres? Et est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ait cette nouvelle culture de se dire, voilà, qu'est-ce que je réussis dans mon établissement et qu'est-ce que je rate? Parce qu'en fait, à tous les niveaux, y compris l'école de la deuxième chance, y compris le lycée professionnel à Viste où j'étais, on réussit des choses et malheureusement, on en rate d'autres. Et première question, qu'est-ce que je réussis, qu'est-ce que je rate? Deuxièmement, est-ce que c'est normal que ça je le rate? Et est-ce que c'est normal que je le rate en relation avec les autres? Est-ce que c'est normal que mon échec soit programmé, par exemple? Et une fois qu'on s'est posé cette question, on pourrait se dire, mais aussi, qu'est-ce qui, dans l'éducation en général, fait qu'on a du mal à se poser cette question-là, globalement, chacun des lieux où se fait l'éducation. Voilà. Si on avait cette culture, est-ce qu'on ne réussirait pas mieux, chacun de nous, à limiter la zone de casse? Parce que chacun de nous, il y en a une de zone de casse, hein, y compris dans ceux qui travaillent le plus près du terrain possible. Alors, juste par rapport justement à la question de la différence entre, si je prends l'exemple, lycée général d'un côté, lycée professionnel. On a essayé d'évaluer l'effet d'un établissement, comme le lycée général, ou un lycée professionnel, sur le décrochage scolaire, c'est-à-dire estimer l'effet de contexte. Curieusement, et paradoxalement, on a un lycée général qui a un effet plus important et supérieur au lycée professionnel par rapport au lycée professionnel dans l'explication du décrochage scolaire. En gros, les estimations statistiques montrent que le lycée général peut expliquer, cette composition, elle peut expliquer 9% des cohortes de décrocheurs. Le lycée professionnel explique 3%. Donc il y a déjà une différence entre les deux types d'établissements. Mais pas pour les mêmes raisons. En fait, le lycée professionnel, on décroche parce qu'il y a un effet de composition par le bas. On est tous en difficulté, on est tous pratiquement ici de familles défavorisées, bon finalement il n'y a pas de... Voilà, on est pratiquement presque condamnés, donc je mets des guillemets sur le terme, et ceux qui vont réussir sont ceux voilà, qui vont avoir un projet, et enfin avoir des opportunités dans la vie qui vont les amener jusqu'au bout. Par contre, dans le lycée général, ceux qui vont réussir sont les plus forts. Voilà. Donc en fait, il y a une discrimination à l'intérieur du lycée général, pour qui on envoie les élèves, généralement qui sont les élèves, entre guillemets, les élèves normaux, qui ont un brevet, qui n'ont jamais été en retard. Mais finalement, lorsqu'ils se retrouvent dans le lycée général, il y a un esprit de concurrence qui fait que les plus forts, ceux qui sont le plus dotés socialement et matériellement, ce sont eux qui vont s'en sortir. Parce qu'il ne faut pas oublier que le décrochage existe dans le lycée général. Si je fais si je voulais que je vous fasse un petit peu un diaporama qui décroche dans le territoire de notre académie, vous avez 30% des décrocheurs sont issus du lycée général. Hein, donc c'est ce qui n'est pas négligeable. Et souvent en seconde. Voilà. C'est là où se fait le tri. Hein. Donc ça, il faut vraiment le comprendre et le poser comme ça. Je reviens sur la question des quartiers nord et des territoires. Ça ne répondrait pas à votre question, mais à mon sens, l'une des choses qu'il faut faire, c'est de relativiser justement l'ampleur du phénomène. Parce que on dit souvent que voilà, il y a Marseille, il y a beaucoup de décrocheurs, etc. Moi, c'est normal parce que en termes de ségrégation résidentielle, il y a beaucoup plus d'habitants à Marseille
Et c'est normal qu'il y a beaucoup plus de décrocheurs en nombre. Donc si vous rapportez le nombre de décrocheurs par canton sur le nombre de personnes, nombre d'habitants, vous avez une certaine équité des territoires par rapport au décrochage scolaire. Donc si je compare par exemple le canton de Marseille par rapport à celui d'Avignon ou celui je sais pas, enfin, de Besançon, en termes de taux, hein, on est à peu près sur 10-11% partout. Donc l'une des premières choses, c'est d'admettre, de dire, bon oui, on a des décrocheurs, mais ne pas se stigmatiser parce qu'en termes de nombre, on a beaucoup. Voilà. Accepter cette réalité, je pense que c'est l'une des premières solutions, l'une des premières choses à faire pour changer l'état d'esprit. Voilà. Vous parlez beaucoup en termes de décrocheurs, et on en parle d'une situation en 2016. J'aimerais bien avoir l'absolu qui me dérange toujours, j'aime bien avoir le relatif. Cette notion de décrocheur historiquement, elle date de combien d'années? Elle a été pensée par qui? Y a-t-il les mêmes concepts dans les autres pays? Fait-on des comparaisons, alors décrocher relatif par rapport à quelque chose? Mettons des comparaisons par rapport au divers systèmes d'éducation nationale. Est-ce que vous pouvez me donner cette vision? Parce que ce qui m'ennuie, vous avez cité le chiffre de 60 milliards pour l'éducation, 32 milliards. Dans l'absolu, ça fait toujours peur. Ça m'ennuie intellectuellement parce que ça fausse la réaction. Il faudrait dire le budget de l'État, c'est 300 milliards, 60 milliards à l'éducation, 40 milliards à l'aide aux entreprises. Il faudrait que les gens aient cette vision. Donc c'est du relatif qu'on juge. Absolument. Pareil pour les 32, pas être un peu spécialiste. Si on avait le débat, il y en a d'autres qui verront, non, c'est que 15, ça dépend de tout ce qu'on met dedans. Absolument. Qui veut tuer son chien, il trouve toujours une maladie. Absolument. Donc il faudrait sortir, parce que nous, on est ici dans une perspective semaine sociale, donc on parle au grand public. Donc le but, c'est pas de parler entre soi, la présentation de monsieur, c'est pas, il n'est pas bon, il est meilleur l'éducation. Moi, ce débat-là, pour le grand public, c'est pas ça, c'est un problème du technicien. C'est collectivement, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, dites-nous le chiffre de combien consacrent les Français en dehors de l'impôt, c'est-à-dire par le tarif, à l'éducation de leurs enfants. Et on s'aperçoit que les chiffres sont nettement supérieurs à ceux-là. Et dernier élément, j'en ai terminé, sur le numérique. Ce n'est pas le smartphone qui est important, ce n'est pas l'outil, il est neutre. Ce n'est pas le tube, c'est le flux. Or, ce que vous avez dit de la génération Y, c'est un flux qui est tenu par ceux qui maîtrisent l'accès à l'Internet, les applis. Et là-dessus, c'est là que se fait l'éducation. Donc le débat, ce n'est pas intergénérationnel, c'est qui maîtrise le contenu du flux, qui maîtrise l'appli. 95% des Français sont googlisés. Le chiffre absolu dans le monde. Pourquoi? Ce sont les mêmes questions pour moi. C'est les questions qu'on va porter aux semaines sociales, qui sont les questions de valeur et de sens. Alors, d'où vient ce concept de décrocheur, vous qui êtes universitaire? Le décrochage scolaire, c'est pas une notion récente hein, dans le débat public. Elle existait bien avant, mais sous autres appellations. On parlait des non qualifiés, des déscolarisés, selon l'époque, mais généralement, enfin, en France en tout cas, la question a commencé à germer, pas sous la forme du décrochage scolaire, à partir des années 80, et comme par hasard, c'est là où vraiment le contexte économique a commencé un petit peu à empirer, parce que le décrochage, ça a existé depuis la création, je pense même, de l'école, sauf que ça a été une réalité acceptable par la société. Et le marché du travail, lui aussi, voulait des décrocheurs. Enfin, voulait que les gens ne continuent pas l'école parce qu'on avait besoin d'eux dans l'entreprise, dans les champs, etc., etc. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, pour accéder au marché du travail, il faut être diplômé. Le taux de chômage des élèves décrocheurs, ce sont les statistiques qui parlent, c'est des 5 fois supérieur, il est de 50%. 53% exactement. Le taux de chômage des jeunes diplômés de l'enseignement supérieur, il est inférieur à la moyenne nationale, il est entre 7 et 8%. Voilà. Donc on est sur des chiffres voilà, qui brassent des millions et des millions de corps. Donc, mais la question du décrochage en tant que réalité, en tant que phénomène social, c'est vrai que son apparition date effectivement depuis les années depuis le livre blanc, et surtout depuis l'instauration de la stratégie de Lisbonne,
qui a mis en place plusieurs objectifs qu'on appelle les objectifs Europe 2020, et qui stipule que l'économie de demain, ça ne sera pas une économie du maïs, je ne sais pas quoi, ça sera une économie de la connaissance. Voilà, une économie de la connaissance. Voilà. Donc c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à s'intéresser à cette question du décrochage scolaire. Et en France, c'est vraiment à partir de 2007-2008 où on a commencé à mettre dans la loi, parce que là, il faut préciser que le législateur précise et stipule, enfin il recommande, il oblige que la jeunesse qui sort du système éducatif soit une jeunesse qualifiée. Ça a été posé comme ça. Après, on pourrait le critiquer et discuter. Est-ce que c'est un objectif réalisable? Est-ce que c'est un objectif économiquement opportun ou pas? Voilà. Donc on a commencé à mettre en place des outils, on a commencé à chiffrer, et on chiffre, on s'est rendu compte qu'il y a une ampleur. Alors, au niveau de la terminologie, décrocheur ou décroché, donc il y avait un débat, hein, donc, parce que, comme je l'ai dit, décrocher de quoi? Voilà. C'est pour ça qu'il y avait certains spécialistes qui disaient non, il faut parler plutôt de décrocheur pour que le jeune puisse intégrer sa responsabilité dans ce processus de décrochage. Bon, je pense que c'est pas un débat fructueux. Moi, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le coût et c'est le gâchis. C'est surtout ça, c'est ce qui m'intéresse. Après, en termes de chiffrage, il y avait une étude de l'OCDE. Le chiffrage, il est à peu près le même dans les pays de l'OCDE. Hein, donc, on est sur ce coût-là. Et maintenant, il faut quelqu'un qui paye. Hein. Il faut quelqu'un qui va, ce coût-là, il faut le payer en attendant. Hein. Donc en attendant de résoudre la question, est-ce que on est plus fort ou moins fort, etc. Moi, ce qui m'intéresse dans le périmètre, je reste dans un débat franco-français, ce sont des 32 milliards qu'il faudrait sortir de la caisse, dans un contexte, encore une fois, économique, qui ne nous permettra pas de faire des écarts. Hein, donc voilà, donc c'est ça je pense, je n'ai pas répondu totalement à la question, mais en tout cas, ce qui m'a intéressé dans votre propos, c'est ça. Juste un propos, ce qui me frappe, aussi bien dans le film que dans vos propos, il faut redonner la confiance aux enfants, aux intervenants. Et le propos que vous tenez, vous ne redonnez pas confiance à l'ensemble du système éducatif. Faisons attention là-dessus. Le mot gâchis me choque. Alors le propos... J'allais le préciser, le mot gâchis, j'allais le préciser, derrière le gâchis financier, il y a un gâchis humain. Oui. Derrière chaque jeune en difficulté, il y a un jeune en souffrance, c'est évident. Et donc nous, on saisit de la question, c'est comment on va apporter une réponse à la souffrance de nos jeunes. Et j'aurais aussi aimé répondre à la question de monsieur sur le lycée professionnel, avec je réussis, je rate. Bien sûr, la question c'est je réussis quoi et je rate quoi. Où se situe la réussite d'un établissement scolaire, hein, on en revient toujours à la même question. La première difficulté pour moi des lycées pro, et je rejoins ce que disait tout à l'heure mon ami. J'ai un problème, j'ai ça qui m'attend. Je rejoins Gilles, l'image de l'enseignement professionnel est extrêmement négative. Hein, et donc, le premier problème auquel nous sommes confrontés, nous, lycée pro, c'est l'orientation. C'est pour quel motif un jeune vient chez nous. La jeune fille qui veut faire oisellerie depuis sa plus tendre enfance, ce qui est évident, c'est qu'elle va choisir le CAP oiseau, je rigole, avec énormément de détermination, et elle va nous sortir un 18 sur 20 sur son CAP, elle l'aura mention très bien, il n'y a pas de souci. Parallèlement à ça, dans la même classe, nous aurons des jeunes qui seront là par défaut, parce qu'il fallait bien les caser, parce que pour ne pas remplir les effectifs de la plateforme de suivi des décrocheurs, eh ben, on va lui apporter une réponse. Moi, prof principal, du coup, oui, tu vas aller dans un lycée pro, c'est pas ce que tu veux faire, mais c'est pas grave, tu es scolarisé quand même. Voilà, donc on a une énorme problématique de l'orientation. Juste un dernier mot, et puis après on va passer à la pause. Et puis on aura l'occasion de pouvoir rediscuter d'abord pendant la pause, et puis ensuite en groupe. Non, moi je voulais juste être sur le mot gâchis, je pense qu'au contraire, il faut l'assumer complètement. Ce qui est intéressant dans ce que dit Mehdi en fait, et finalement on va au bout d'une logique dans laquelle on est depuis 30 ans,
qui est que quand on ne met pas, quand on traduit pas en termes économiques et en fric une réalité humaine qui est une réalité humaine épouvantable, on a un certain nombre de gens qui finalement finissent par considérer qu'elle n'existe pas. Il y a plein de mouvements qu'on a réussi à déclencher dans les politiques de développement, dans les politiques sociales, simplement parce qu'on a enfin mis le doigt sur le fait que ça coûtait du fric. Si on avait passé du temps à simplement dire « regardez, c'est horrible, tous ces jeunes qui souffrent, etc. », ça aurait pu continuer dans une indifférence générale pendant des années. Et c'est vrai que moi, les travaux d'économistes comme Mehdi, pour moi, sont indispensables parce qu'en effet, montrer le coût actualisé d'un exclu, en plus du coût humain qu'on ressent tous, en plus de la perte énorme pour la société qu'on ressent tous. Dans des sociétés qui sont aussi vieilles que les nôtres, le fait que vous ayez 10% de la jeunesse qu'on considère comme au rebut avant même qu'elle ait commencé sa vie, c'est invraisemblable. À la limite, si on avait des enfants à plus savoir qu'en faire, vous pourriez dire, oh, il y en a 10% qui passent à la trappe, c'est la vie, c'est la sélection naturelle. Mais on n'est vraiment pas dans ces conditions-là. Juste un mot, parce que vous m'interpellez et vous me regardez. Je ne suis pas contre le chiffrage des politiques publiques, c'est mon métier. Je regarde fixement parce que je suis un ancien myope, c'est voilà. Il y a des choses, je suis tout à fait d'accord, je bien connais le chiffrage des politiques publiques. Mais il faut faire attention, moi ce n'est pas que des démarches scientifiques, on est dans la démarche, nous, d'exprimer, donc Pierre l'a dit, ensuite une position publique. Quand les gens n'entendent que gâchis en parlant de déficit de politique publique, c'est-à-dire d'impôts, oui, et qu'on ne met pas à côté le déficit de solidarité, de fraternité dans la société, c'est-à-dire sur les valeurs, sur les ensembles, qu'on ne mâche pas sur les deux pieds, on aboutit à une chose, c'est qu'on fait augmenter la faiblesse du consentement à l'impôt. Et donc on se tire une balle dans le pied. C'est là où je suis en désaccord avec vous. Alors, mais dit 32 milliards, mais j'aime bien qu'il dise à côté, où est-ce qu'on affecte l'impôt? C'est ça la différence. Robert, je pense que sur le fond, on est d'accord sur le fond. On est tous d'accord. La question qu'on se pose et que nous nous sommes posés, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait que du constat? C'est-à-dire que, comme tu le dis, on regarde tout ce qui ne va pas, et puis finalement, on attend que quelqu'un d'autre le fasse, ou on lance un débat. Et c'est l'objet des semaines sociales où on va avoir plusieurs mois pour mettre des participations, et la tienne sera le bienvenu sur le site des semaines sociales, où on part d'un constat, on a essayé de sortir quelques éléments, et l'intervention de Mehdi elle a été extrêmement coupée, hein. Je veux dire que nous n'avions que 15 minutes, donc on a coupé plein de choses, mais des chiffres on en a plein, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas satisfaisants. Ce qui est satisfaisant, c'est comment on regarde la sociabilisation de notre société, en fait. Quels sont les projets que l'on peut mener? Quelles sont les expériences qui permettent, au-delà du constat, de dire on fait des choses. Et les messages que moi, je vais essayer de retenir de cette première partie de matinée, c'est la confiance, là, comment on le fait. On sait qu'il y a un coût, que ce soit 15, que ce soit 30, que ce soit 60, à la limite, milliards. À la limite, on s'en fout, c'est de l'argent qui est perdu et qui surtout ne donne pas. Qui n'est pas perdu. oui, mais le coût est bien au-delà de l'économie. Oui, et puis qui en fait ne nous permet pas de pouvoir assurer une réelle société demain et après-demain. Qu'est-ce qu'on construit? Et la deuxième chose que je vais retenir, c'est qu'il y a plein d'initiatives. Et en fait, elles sont en silo, elles sont empilées, elles sont pas obligatoirement coordonnées. Que le message tout à l'heure, le devoir, dans certaines associations, du devoir de s'asseoir, c'est-à-dire comment on regarde ce qu'on a fait de bien et ce qu'on n'a pas fait de bien, plutôt que de se poser uniquement la question de la prochaine échéance électorale, on essaie de montrer que les choses qui se passent bien, et sans vouloir se poser des questions, voilà, ça on l'a raté, et comment on le réfléchit. Dernière remarque. Oui, moi c'est une question de pure curiosité, j'ai beaucoup de respect pour les chiffres, et je ne comprends pas votre chiffre de 32 milliards. Le chiffre de 60 milliards d'éducation nationale, tout le monde le comprend. Mais le rapprocher du chiffre de 32 milliards, alors les chiffres, il faut expliquer ce qu'il y a dedans. Hein. Qu'est-ce que vous y mettez? C'est la première fois que j'entends ce chiffre. Oui. J'entends le chiffre de 32 milliards, pour moi ça évoque plutôt, parce que tout le monde en parle. Et ça c'est un chiffre réel qui est expliqué, c'est celui de la formation professionnelle, 32 milliards. Mais qu'est-ce que c'est que ce chiffre de 32 milliards sur les décrochés? C'est la première, pourtant, je lis beaucoup de presse, c'est la première fois que j'entends parler d'un coût de 32 milliards pour le décrocher.
Est-ce que c'est un coût annuel? Est-ce que c'est un coût sur les 40 années de génération des décrocheurs? Qu'est-ce que... Voilà. Oui. Alors c'est tout simplement le coût actualisé, le coût social. C'est le coût social Sur toute une vie? sur 40 ans de vie active. Ah, ça fait quand même pas 1 milliard, un peu moins d'1 milliard par an quand même. Donc Oui, mais on ne parle pas de la même chose. Ouais, non, mais... Peut-être pas affoler les foules, hein. Non, pas du tout, au contraire. Mais vu que chaque année on perd 140 000, en fait ça revient à la même chose. En fait on perd pas, oui, chaque année on perd 140 000. Oui. D'accord? Donc chaque année en fait on actualise une dette de 32 milliards. Donc c'est ça, c'est le coût social, c'est le coût de... Enfin, on sait très bien que les jeunes décrocheurs, bon, vu qu'ils ne seront pas au marché de l'emploi, il faut les récupérer. Je prends juste un exemple récent, la garantie jeune. Donc c'est un exemple d'actualité. La garantie jeune, le coût de la garantie jeune, si on veut juste l'appliquer, ouvrir les portes à 200 000 jeunes susceptibles, voilà, pressentis comme bénéficiaires, le coût c'est 4 milliards d'euros. D'accord? Si on veut généraliser ça à l'ensemble de la cohorte, donc 900 000 jeunes qui sont susceptibles de bénéficier, donc vous multipliez par 4 ou 5, donc ça fait 20 milliards d'euros. Voilà. Et oui. On est dans l'actualité. Et ce ne sont pas des jeunes diplômés, ce ne sont pas des jeunes qui sortent de l'ENA. Ce sont des jeunes voilà, qui sont, en plus d'être non qualifiés, ils sont issus de milieux fragiles. Pour répondre à votre question, le coût, c'est le coût social, d'insertion, d'accompagnement, parfois d'hospitalisation, parfois même d'incarcération. Ah, donc je ne dis pas que les décrocheurs sont des délinquants, mais les délinquants ne sont pas tous, en tout cas, sortis de Sciences Po. Voilà, c'est tout ce que je dis. Et pour revenir à... les petits délinquants. Les petits délinquants. Je suis absolument d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais mon rôle de chercheur, d'intellectuel, c'est de ne pas... Enfin, de rester dans le rationnel et de ne pas porter... Moi, je dresse le panorama de la situation, je fais le constat. Les solutions, c'est peut-être les praticiens, c'est vous. Je parle d'une expérience, donc comment on peut agir contre les décrochage scolaire, par exemple au Québec, qui sont très en avance par rapport à nous. Alors, la question a démarré depuis les années 60. Déjà, aux années 60, on parlait au Québec de la persévérance scolaire. Donc, alors qu'aujourd'hui, on arrive à peine, nous, en France, de dire oui, il faut sortir de cette logique de lutter dans une logique de confrontation, mais accompagner ce que fait, par exemple, la Fondation de Teuil, l'École des jeunes chances, les missions, etc. Donc, voilà, donc, une expérience qui marche, c'est qu'on a mis en place une plateforme de solutions, une plateforme d'accompagnement, c'est-à-dire moi, en tant que citoyen, je peux m'inscrire, surtout si les nouvelles technologies le permettent, je peux m'inscrire sur un site internet pour donner quoi? Pour donner de mon temps et de mes compétences. Alors, est-ce que notre société aujourd'hui est capable de faire ça? Si oui, donc on a déjà une petite solution. Mais sans apporter de jugement, hein. C'est pas mon rôle. Merci C'est à vous. beaucoup, messieurs. Du temps que vous nous avez consacré pour l'élaboration de la vidéo, et puis du temps que vous nous avez consacré ce matin. Je crois que Gilles et Mehdi, vous avez des obligations. Oui. Plus fort. Mais bon, voilà, en tout cas, vous êtes les bienvenus. Du café, des boissons, des croissants, et puis on